Amarachi, Amarachi, vas-tu dormir jusqu'à ce que le soleil brûle ta tête inutile? La porte en bambou s'ouvrit brusquement dans un grand fracas. La voix de sa belle-mère déchira l'air comme un coup de tonnerre. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux déjà brûlants de colère. Amarachi se précipita hors de son lit en bambou, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait que 19 ans, elle était mince, et son esprit était déjà meurtri par trop de matins comme celui-ci. Sa belle-mère, simplement appelée Enm, rugit de colère. « Tu es toujours allongée là comme une princesse. Tu t'attends à ce que les dieux balayent la cour pour toi? Lève-toi immédiatement. Je suis désolée, maman. » La voix d'Amarachi tremblait. Elle se leva rapidement, ses pieds nus touchant le sol froid et fissuré. « Désolée. » Enke se moqua, s'approchant jusqu'à ce que son souffle lourd remplisse la petite pièce. Est-ce que, désolé, va préparer le petit déjeuner? Est-ce que des excuses mettront du bois dans la cuisine? Qui penses-tu qui fera ton travail à ta place? Moi ou ma précieuse fille? Les larmes montèrent aux yeux d'Amarachi, mais elle garda la tête baissée. « Je vais balayer maintenant, maman. »« Tu ferais bien, » siffla Shem en attrapant le balai accroché au mur et en le lui mettant dans les mains. « Et quand tu auras fini de balayer, allume le feu et prépare du pape et un quart. Ensuite, tu iras dans la forêt. Le bois que tu as rapporté la dernière fois a à peine duré 2 jours. »« Paresseuse, » dit-elle en se retournant et en sortant de la hutte. La porte claqua à nouveau et le silence revint, à l'exception des sanglots étouffés d'Amarachi. Elle s'effondra à genoux, serrant le balai dans ses mains. Les larmes coulaient à flots, tombant sur le sol poussiéreux, tandis qu'elle murmurait « Maman, si tu étais là, peut-être que la vie ne serait pas aussi douloureuse. » Ses épaules tremblaient, mais elle se força à bouger. Elle sortit de la hutte et commença à balayer la cour. La brise matinale l'accueillit de ses doigts frais. Une fois la cour nettoyée, elle se dirigea vers la cuisine, une cabane faite de bois et d'argile. Elle souffla doucement sur les cendres froides, ajouta des brindilles sèches et frappa la pierre à feu jusqu'à ce que des étincelles jaillissent. Bientôt, une fine fumée s'éleva, s'enroulant dans le ciel matinal. Elle posa la marmite sur le feu, versa de l'eau et commença à remuer la bouillie. Chaque mouvement s'accompagnait d'une larme. Ses mains tremblaient tandis qu'elle coupait des oignons dans la pâte de haricots pour Ahara. Lorsque la bouillie fut prête, elle appela sa belle-mère et l'informa. Elle sortit de la hutte principale et se rendit dans la cuisine. Sans un mot, elle arracha la louche des mains d'Amarachi et commença à servir. Elle remplit 2 grands bols à ras-bord. « Ceux-ci sont pour moi et ma fille, » dit-elle froidement. Puis elle plongea à nouveau la louche et versa une portion beaucoup plus petite dans une calebasse fêlée. « Celui-ci est pour toi, » dit-elle avec un ricanement. « Tu n'as pas besoin de beaucoup pour balayer et porter du bois. » Amarachi déglutit péniblement, clignant rapidement des yeux pour retenir les larmes qui lui montaient à nouveau aux yeux. Puis Enkem remplit un autre petit bol, son ton devenant soudainement pragmatique. « Et celui-ci, apporte-le à cet homme que tu appelles ton père. Donne-lui à manger rapidement avant de partir. Sans toi, il serait mort de faim depuis longtemps. Il n'est qu'un fardeau. » Les lèvres d'Amarachi tremblèrent. « Oui, Mama Shem, » murmura-t-elle en prenant le bol délicatement dans ses 2 mains. Alors qu'elle se retournait pour partir, la voix de Enm la suivit. « Quand tu auras fini de nourrir ton cher père, va directement dans la brousse. Je veux assez de bois de chauffage pour toute la semaine. Tu m'as entendu? Si tu reviens avant le coucher du soleil sans une lourde charge, tu dormiras dehors cette nuit. »« Oui, maman, » dit Amarachi d'une voix à peine audible. Elle traversa la cour en direction de la hutte de son père, tenant le bol en équilibre entre ses mains tremblantes. Arrivée à la hutte de son père,
Elle poussa doucement la porte avec son pied. L'air à l'intérieur était lourd et immobile. Son père était allongé, impuissant, sur un lit en bambou, les membres raides et immobiles. Ses yeux se tournèrent lentement vers elle, mais il ne pouvait pas parler. Il n'avait pas dit un mot depuis 5 ans. « Papa » murmura-t-elle en s'agenouillant à côté de lui. Ses larmes coulaient maintenant librement. « Je t'ai apporté à manger. » Elle posa le bol sur un tabouret, trempa une cuillère en bois dans la bouillie et souffla doucement avant de la porter à ses lèvres. Il avala avec effort, les yeux brillants de gratitude. Un faible son s'échappa de sa gorge, mi-souffle, mi-gémissement. « Je sais, papa, » dit Amarachi en esquissant un sourire à travers ses larmes. « Je sais ce que tu veux dire. Tu veux que je sois forte, mais c'est difficile. » Les yeux de son père se remplirent de larmes. Sa main trembla légèrement sur la natte, dans une tentative désespérée de la réconforter. Amarachi s'effondra, puis elle enfouit son visage dans ses mains, les épaules secouées de sanglots. « Chaque jour, je prie pour que tu guérisses, » sanglota-t-elle. « 5 ans, papa, 5 ans que je te nourris et te lave, 5 ans que je prie, et les dieux restent silencieux. » La pièce était remplie de ses sanglots étouffés et du doux bourdonnement des insectes en deuil à l'extérieur. Lorsqu'elle eut fini de le nourrir, elle lava le bol et le mit de côté. Elle étendit un drap propre sur ses jambes, rangea la natte et balaya le sol autour de son lit. Puis elle sortit de sa hutte, noua fermement son drap, prit sa machette et sa corde. Puis, sans un mot, elle se mit en route vers le sentier forestier pour aller chercher du bois de chauffage. Le soleil matinal était encore timide, se cachant derrière les nuages, tandis qu'Amarachi marchait vers le sentier forestier. Chaque pas semblait réveiller des souvenirs enfouis au plus profond d'elle-même. Amarachi était né dans le village d'Oguta. Son père, simplement appelé papa, était l'un des agriculteurs les plus prospères du village. Il était marié à 2 femmes, la mère d'Unotsi Amarachi étant la première épouse. Goy était une femme très belle et gentille, aimée de tous. La deuxième épouse avait également une fille, Oluchi, qui avait à peu près le même âge qu'Amarachi. Les 2 filles grandirent comme des jumelles, inséparables, poursuivant les chèvres à travers la cour et allant chercher de l'eau à la rivière. Tout semblait parfait. Amarachi était la prunelle des yeux de sa mère, mais la vie en avait décidé autrement. Amarachi n'avait que 10 ans lorsque son monde s'écroula. C'était une nuit pluvieuse. Shem s'était rendu dans la ville natale de sa mère avec Oluchi, sa fille. Tout le monde s'était retiré dans sa chambre lorsque Ji se mit soudain à crier depuis sa chambre. Papa Houk, son mari, qui rangeait après sa journée de travail, s'est précipité dans la chambre et a trouvé sa femme allongée, immobile, le corps froid. Il l'a appelée plusieurs fois, l'a secouée violemment, mais elle ne répondait pas. Elle était partie. À l'aube, la nouvelle de son décès s'était répandue dans le village, bouleversant profondément les villageois. Elle a été inhumée 1 mois plus tard. Après ce jour-là, papa n'était plus le même. Ni lui manquait terriblement. Enem, cependant, jouait le rôle de la belle épouse, lui apportant à manger, le réconfortant et l'aidant à récolter. Elle s'occupait de la maison et prenait soin d'Amarachi comme si c'était son propre enfant. La vie reprit peu à peu son cours normal, même si Amarachi regrettait beaucoup sa mère. Mais alors que Amarachi avait 14 ans, le malheur frappa à nouveau. C'était un matin ensoleillé pendant la saison des semailles. Papa avait rejoint ses ouvriers à la ferme. Il discutait avec le chef des ouvriers lorsqu'il s'effondra soudainement. Il respirait encore, mais ne pouvait plus bouger. Ses yeux étaient ouverts, mais sa langue était lourde. Ils le ramenèrent à la maison et appelèrent des guérisseurs, mais aucun ne parvint à le soigner. Il devint complètement paralysé, et Kem prit alors le contrôle total. Elle gérait ses terres agricoles et son argent, s'assurant que tout le monde dans le village la considère comme une bonne épouse. Pourtant, à l'intérieur de la maison,
Amaraji était devenue la servante de la maison, s'occupant de toutes les tâches ménagères et prenant seul soin de son père. Chaque jour, elle le nourrissait, le lavait et priait pour qu'un jour il se réveille et l'appelle à nouveau. Mais cela n'arriva jamais. Ce souvenir brûlait les yeux d'Amarachi alors qu'elle atteignait enfin la lisière de la forêt du Monta. Elle leva sa machette et commença à couper et à ramasser du bois. Au moment où elle ramassa la dernière bûche, le soleil commençait à se coucher derrière les arbres, peignant la forêt de nuances orange et d'ombre. Elle essuya la sueur de son visage avec le dos de son bras, son pagne collé à sa peau humide. Le tas de bois qu'elle avait coupé était plus gros que d'habitude. Ses bras tremblaient lorsqu'elle le souleva sur sa tête, mais elle y parvint. Aller chercher du bois n'était plus une corvée depuis longtemps. C'était une routine. Les enfants du village la surnommaient « la fille au bois ». Tous les 2 jours, elle se rendait dans la forêt, revenant parfois à la tombée de la nuit. Sa belle-mère ne la remerciait jamais. Au contraire, elle trouvait toujours quelque chose à redire sur le type de bois qu'elle rapportait, alors qu'elle marchait sur le sentier, à travers la brousse en direction du village. Elle essuya rapidement ses larmes qui refusaient de cesser de couler. Quand elle arriva dans leur cour, Nkem était assise sur une chaise en bois, les jambes croisées, s'éventant paresseusement. Oluchi était assise à côté d'elle, riant bêtement à une histoire que racontait sa mère, et les yeux de Shem se posèrent immédiatement sur Amarachi. « Alors, tu t'es enfin souvenu que tu avais un foyer ?» dit-elle d'une voix aiguë. « Ou as-tu dormi dans la forêt ?» Amarachi posa doucement le bois près du mur et s'agenouilla pour saluer. « Bonsoir, maman. Ne t'avise pas de m'appeler ainsi, » rétorqua Kem en se levant brusquement. « Je ne suis pas ta mère. Ta mère repose sous terre, derrière ce manguier. Va plutôt la saluer. » Ces mots frappèrent Amarachi comme des pierres. Elle se mordit la lèvre, luttant pour retenir ses larmes. « Je suis désolée, maman, » dit-elle en se mettant à sangloter doucement. Nm se cala dans sa chaise et poursuivit. « Et souviens-toi, Amarachi, tout ce qui se passe dans cette maison reste dans cette maison. Ne t'avise pas d'aller raconter quoi que ce soit à qui que ce soit dans ce village. Si j'apprends que tu as raconté des histoires, je ferai en sorte que tes lèvres ne s'ouvrent plus jamais. Tu m'as comprise ?»« Oui, maman, » répondit Amarachi d'une voix tremblante. Cette nuit-là, Amarachi s'assit derrière la hutte, les genoux repliés contre sa poitrine. Elle regardait les étoiles, se souvenant que sa mère lui disait que chaque étoile portait la prière d'une personne. Elle murmura doucement. « Maman, tu m'entends encore? Tu me vois pleurer tous les jours ?» Mais le vent nocturne ne lui répondit que par le silence. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Mais la cruauté d'Enm ne fit que s'intensifier. Chaque fois que des visiteurs venaient, elle affichait un sourire aimable, parlait gentiment et faisait semblant de se soucier d'Amarachi. Mais dès qu'il partait, sa langue d'eau redevenait venimeuse. Parfois, elle obligeait Amarachi à préparer tous les repas, puis lui interdisait de manger. D'autres fois, elle l'envoyait seule chercher de l'eau au ruisseau le plus éloigné, même quand Oli était oisif et riait avec ses amis. Quand Amarachi essayait de se reposer, Mehem la grondait. « Qui t'a dit de t'asseoir? Si je n'avais pas pitié de toi, je t'aurais renvoyé depuis longtemps. Ta mère n'a laissé derrière elle qu'une malédiction. » Un après-midi, après une matinée particulièrement difficile, où Nem l'avait battue pour avoir accidentellement cassé une assiette, Amarachi courut dans le jardin pour pleurer. Sa seule amie, Efana, une fille du quartier voisin, la trouva là lorsqu'elle se faufila pour voir sa chère amie. « Amarachi » murmura-t-elle en s'accroupissant à côté d'elle. « Pourquoi la laisses-tu te traiter ainsi? Tu n'es pas son esclave. » Amarachi s'essuya rapidement le visage.
Si je lui réponds, elle me battra encore plus. Je ne peux pas. Le regard d'Ephana s'adoucit. Alors fuis. Viens avec moi au village de ma tante. Tu y seras en sécurité. Ma tante t'accueillera. Tu n'as pas à vivre comme ça. Amarachi secoua la tête, les larmes coulant à nouveau. Je ne peux pas partir. Efuna, mon père, il a besoin de moi. Qui le nourrira si je pars? Qui le nettoiera ou lui parlera? Il ne peut même pas lever la main. Si je pars, il mourra. Ifana soupira profondément. Lui tenant la main, elle ne dit plus rien. Elle serra simplement Amarachi dans ses bras. Et pendant un instant, Amarachi se laissa aller à pleurer librement. Pas les larmes silencieuses qu'elle versait en secret, mais celles, profondes et douloureuses, qui venaient d'une âme blessée. Lorsqu'elle s'écarta, Ephana murmura « Un jour, les dieux te sauveront, et quand ce jour viendra, que tes larmes deviennent des bénédictions. » Cette nuit-là, alors qu'Amarachi nourrissait son père, elle lui parla doucement, même si elle savait qu'il ne pouvait pas lui répondre. « Papa, murmura-t-elle, je ne te quitterai pas. Peu importe ce qu'ils me feront, je resterai, car un jour, tu ouvriras les yeux et tu m'appelleras à nouveau. Et quand tu le feras, je veux être là pour l'entendre. » Enke continua à maltraiter Amarachi jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose de mystérieux se produise. Amarachi venait d'avoir 19 ans. Elle partit à nouveau dans la forêt pour aller chercher du bois de chauffage, sa machette et sa corde à la main. Depuis des années, aller chercher du bois de chauffage était devenu sa routine, la seule partie de sa vie qu'elle contrôlait. Ici, parmi les arbres, elle pouvait pleurer sans être moquée, soupirer sans être entendue, et prononcer le nom de sa mère sans crainte. Elle arriva dans la forêt et commença à couper et à ramasser du bois. À midi, elle en avait ramassé suffisamment. Le fagot était gros, solide et suffisamment lourd pour alimenter la maison pendant plusieurs jours. Elle l'attacha soigneusement et s'assit sur un arbre tombé pour se reposer un moment. La forêt était silencieuse. L'idée de rentrer chez elle, chez Toons Snayton, la fit fondre en larmes. Elle enfouit son visage dans ses mains et se mit à pleurer, ses sanglots étouffés et entrecoupés. Ses larmes tombaient sur la terre rouge, formant de petites taches sombres. Au bout d'un moment, ses pleurs se transformèrent en un fredonnement, une chanson que sa mère chantait souvent lorsqu'elle travaillait. Elle chantait encore lorsqu'elle entendit des pas, lents et lourds, et le faible craquement du bois. Elle leva rapidement les yeux, essuyant ses larmes. Une vieille femme marchait sur le sentier étroit. Son dos était courbé sous un fagot de bois 2 fois plus grand qu'elle. Ses cheveux gris étaient attachés dans un foulard lâche, et son pagne était délavé mais propre. Elle était pieds nus et respirait avec difficulté. Le cœur d'Amarachi se serra d'inquiétude. Elle se leva aussitôt et se précipita vers elle. « Maman, dit-elle doucement, laisse-moi t'aider, s'il te plaît. » La vieille femme se retourna lentement. Ses yeux étaient profonds et bienveillants. « Ah, ma fille, dit-elle, cette charge est lourde et le chemin est long. Es-tu sûre de vouloir m'aider ? » « Oui, maman, laisse-moi t'aider, » répondit Amarachi. Avant que la femme n'ait pu protester, Amarachi lui ôta le paquet de la tête. Il était lourd, plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé, mais elle le porta pas à pas, suivant la vieille femme qui la guidait le long d'un sentier étroit qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Elles marchèrent jusqu'à ce que les arbres s'ouvrent sur une petite clairière. Là se trouvait une petite hutte construite en argile et en feuilles de palmier. Elles se dirigèrent vers la hutte, et Amarachi déposa délicatement le fagot de bois devant la hutte. La vieille femme sourit et lui fit signe d'entrer. « Tu as bon cœur, mon enfant. Assieds-toi et repose-toi. Laisse-moi te remercier comme il se doit. »
Amarachi secoua rapidement la tête. « Non, maman, je dois y aller. J'ai encore mon propre fagot à porter jusqu'à la maison. » Mais la femme insista, d'un ton doux. « Tu ne quitteras pas ma maison avec la faim dans les yeux. Assieds-toi. » Amarachi hésita, puis obéit. La vieille femme lui apporta un bol en bois rempli de nourriture fumante et une petite calebasse d'eau. L'odeur fit se nouer l'estomac d'Amarachi, mais elle secoua la tête. « Merci, maman, mais ça va. » La femme la regarda, les yeux chaleureux. « Ça ne va pas. Votre âme est fatiguée. Même vos larmes sentent la douleur. Mangez. » Quelque chose dans sa voix, douce mais puissante, fit fondre la résistance d'Amarachi. Lentement, elle prit le bol et commença à manger. La nourriture était simple. Du porridge d'igname avec des légumes, mais elle n'avait jamais rien goûté d'aussi bon. Une chaleur se répandit dans son corps, et pour la première fois depuis des années, elle se sentit rassasiée. Pas seulement dans son estomac, mais aussi dans son cœur. Lorsqu'elle eut terminé, elle se leva, remercia la vieille femme et se retourna pour partir. Mais la femme la rappela. Elle lui tendit une petite gourde, simple, brune et scellée, avec des feuilles de palmier. « Prends ceci, » dit la femme. « Elle est remplie d'eau provenant du cœur de cette forêt. Quand tu arriveras chez toi, asperge un peu le corps de ton père, juste un peu. Puis place le reste près de son lit jusqu'au matin. Ne l'ouvre pour rien au monde. »« Merci, maman, » dit-elle simplement, en s'inclinant respectueusement. Amarachi reprit le chemin par lequel elle était venue, et lorsqu'elle arriva à la clairière où se trouvait son propre paquet, elle regarda une fois de plus autour d'elle, mais le chemin menant à la hutte de la femme avait disparu. Amarachi glissa la gourde dans son pagne, souleva son bois de chauffage sur sa tête et entreprit le long chemin du retour. Lorsqu'elle arriva chez elle, la cour était calme. Enem et Oluchi étaient introuvables, peut-être chez un voisin ou en visite chez l'un des amis commerçants de Nem. Pour une fois, le silence lui semblait paisible. Amarachi posa son fagot de bois près du mur de la cuisine et se rendit directement à la hutte de son père. Son père était allongé comme d'habitude, immobile, les yeux mi-clos, la poitrine se soulevant et s'abaissant lentement. Elle posa délicatement la petite gourde sur le sol à côté de lui. Elle se souvint des paroles de la vieille femme. Verse un peu sur son corps, puis garde le reste jusqu'au matin. Elle ouvrit légèrement la gourde. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle trempait ses doigts dans la calebasse et versait les premières gouttes sur la poitrine de son père, murmurant « Papa, réveille-toi s'il te plaît. » Pendant un instant, rien ne se passa. Puis il remua doucement. Sa main eut un léger mouvement. Ses yeux papillonnèrent légèrement. Amarachi eut le souffle coupé et faillit laisser tomber la gourde. Elle se pencha vers lui, observant avec incrédulité ses doigts bouger à nouveau. « Papa, » murmura-t-elle d'une voix tremblante, « tu m'entends » Il n'y eut pas de réponse. Son père referma les yeux. Amarachi plaça la gourde dans un petit panier tressé à côté de son lit, exactement comme on le lui avait demandé, puis le recouvrit d'un tissu. « Dors bien, papa » murmura-t-elle en embrassant son front. Elle sortit doucement et se rendit à la cuisine. Là, elle prépara du porridge avec les ignames qui leur restaient. Enke revint plus tard dans la nuit et servit une petite portion de nourriture à Amarachi, comme d'habitude. À l'aube, Amarachi se réveilla tôt, alla chercher et remplit tous les pots d'eau, puis se rendit comme d'habitude à la hutte de son père pour voir comment il allait. Au moment où elle poussa la porte en bambou, elle se figea. Son père était assis bien droit sur son lit. Il n'était pas allongé, il ne se débattait pas, il était assis. Ses yeux étaient ouverts, clairs, vivants. Pendant un instant, Amarachi ne put respirer. Puis,
Un cri jaillit de sa poitrine. Une joie pure et incontrôlable. « Papa !» cria-t-elle en courant vers lui. « Papa, tu es assis, tu es réveillé. » Il tourna lentement la tête, esquissant un léger sourire, le même sourire doux qu'elle avait prié de revoir. « Ma fille !» Sa voix était douce mais ferme, comme un miracle porté par l'air. « Ma Amorachi !» Le son de son nom sur ses lèvres la bouleversa complètement. Elle tomba à genoux, sanglotant et riant à la fois, tenant ses mains comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Ses cris attirèrent Nankem, qui se précipita. « Que se passe-t-il? Pourquoi cries-tu » Elle s'arrêta net, les yeux écarquillés. « Ouf !» souffla-t-elle. « Tu es assis ?» Son mari acquiesça lentement. « Oui, » dit-il, la voix encore faible, mais pleine de paix. Et Kim cligna rapidement des yeux, s'efforçant de sourire. « Oh, oh, merci au Dieu! Quel miracle !» Elle se précipita vers lui et lui jeta les bras autour du cou. Son sourire forcé vacilla un instant, puis réapparut. « Comment cela s'est-il produit ?» demanda-t-elle rapidement, d'un ton trop enjoué. « Qu'as-tu fait, Amarachi ?» Amarachi essuya ses larmes. « C'était hier, maman. J'ai rencontré une vieille femme dans la forêt. Elle avait l'air fatiguée et portait un lourd fardeau. Alors je l'ai aidée à rejoindre sa hutte. Elle m'a remercié et m'a donné une petite gourde d'eau, me disant d'en asperger papa et de garder le reste près de son lit jusqu'au matin. J'ai fait ce qu'elle m'a dit, et maintenant… » Sa voix s'éteignit soudainement. Amarachi se tourna vers le panier posé à côté du lit de son père. « Je vais te montrer, » dit-elle en soulevant le tissu. Mais lorsqu'elle regarda à l'intérieur, elle s'est figée. Ce n'était pas la gourde qui l'attendait. Le panier était rempli de trésors éblouissants, d'ornements en or, de bracelets en argent, de colliers de perles brillantes et de petites pierres qui scintillaient comme des étoiles capturées. Elle est restée bouche bée. « Papa, la gourde a disparu. » Kem eut le souffle coupé, choqué par ce qu'elle voyait. Papa Ouch se contenta de regarder sa fille Amarachi, les yeux brillants d'émotion. Il tendit les bras et la serra contre lui, la voix tremblante. « Ma fille, » dit-il doucement, « tes souffrances sont terminées. Le ciel s'est souvenu de toi. » Amarachi s'effondra à nouveau, pleurant contre son épaule, tandis qu'il lui caressait doucement les cheveux. Enk eut un rire tremblant et se leva. « Ah, c'est vraiment merveilleux, » dit-elle trop rapidement, enlaçant son mari par derrière. « Notre miracle. Dieu s'est souvenu de notre maison. » Mais les yeux de Papa Ouch ne se tournèrent pas vers elle. Son regard resta fixé sur Amarachi, l'enfant qui avait porté sa douleur et maintenu son nom en vie. Amarachi souleva doucement le panier de bijoux et le posa devant lui. « Papa, c'est pour toi, » murmura-t-elle. Il regarda le panier, puis la regarda. Puis il leva les yeux vers le ciel et murmura. « Dieu de notre terre, je vous remercie pour ma fille. Que ses jours soient remplis de joie à partir d'aujourd'hui. » Mem se tenait à côté d'eux, souriant crispement, tandis que ses yeux brûlaient d'une envie qu'elle ne pouvait cacher. Amarachi s'agenouilla une fois de plus et prit les mains de son père. « Papa, » dit-elle doucement. « Je t'aime, » dit-il en souriant à nouveau, la serrant contre lui. « Je t'aime aussi, mon enfant. » Dans les semaines qui suivirent, la joie revint dans la maison comme la pluie après la sécheresse. Papa Ouch reprit des forces chaque jour jusqu'à pouvoir remarcher. Il retourna à ses terres. Bientôt, les champs refleurirent et les villageois furent heureux de le voir à nouveau sur pied. Quant à l'or et aux précieux cadeaux offerts par l'étrange vieille femme, Papa Ouch en vendit une partie à un groupe d'hommes blancs qui visitaient Aguta. Les hommes blancs
les achetèrent pour une somme d'argent plus importante que tout ce qu'on avait jamais vu à Agouta. À la lune suivante, la fortune de Papa Ouche avait décuplé. Il construisit une maison plus grande à côté de l'ancienne, avec un toit en tôle de zinc qui brillait au soleil. Il acheta plus de terre, plus de bétail, et engagea des ouvriers pour l'aider à la ferme. En peu de temps, il devint l'homme le plus riche après le roi. Les anciens du village lui rendaient souvent visite, le félicitant pour son humilité et sa générosité. Et malgré tout cela, Papa Ouche resta doux et gentil. Il ne mentionna jamais la cruauté d'Enm pendant sa maladie. Il ne la réprimanda pas, ne chercha pas à se venger, n'en parla même pas. Au contraire, il la traita avec un respect discret, comme si rien ne s'était passé. Mais son silence rendait Enm nerveuse. Elle craignait qu'un jour, il ne la renvoie, ne lui rappelle sa méchanceté et ne la chasse. Mais il ne le fit jamais. Il n'évoquait jamais le passé. Sa seule vengeance était le silence, et cela rendait sa culpabilité plus lourde que n'importe quelle punition. Papa Ouche s'occupait de ses 2 filles, mais son amour pour Amarachi était plus profond. Tout le monde le voyait. Il lui achetait de nouveaux vêtements et lui donnait toujours la meilleure nourriture. Elle le remarqua et cela la réconforta. Elle devint très jalouse. Jalouse du lien qui unissait Papa Ouche et Amarachi, jalouse de la façon dont Amarachi avait acquis sa richesse, elle décida d'envoyer sa propre fille Oluchi dans la forêt, dans l'espoir qu'elle rencontre elle aussi l'étrange femme. Un soir frais, Enm appela Oluchi dans sa chambre. « Écoute-moi, » murmura-t-elle d'un ton sec. « À partir de demain, tu iras chercher du bois de chauffage. Tu iras dans la forêt et tu ramèneras des fagots de bois. Je prie pour que tu rencontres toi aussi l'étrange femme qui a béni Amirachi. » Oluchi hésita. « Mais maman, je ne connais même pas les chemins de la forêt. De plus, père a déjà engagé des domestiques. » Enm plissa les yeux. « Tu y iras demain matin, c'est décidé. » Oluchi acquiesça lentement, la peur brillant dans ses yeux. Tôt le lendemain matin, Oluchi prit une corde et une machette et se mit en route vers la forêt du Monta. Amarachi fut surprise, mais ne dit rien. Au début, Oluchi rentrait à la maison en colère et les mains vides. La forêt l'effrayait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Les ombres étaient trop épaisses, les oiseaux trop silencieux, l'air trop lourd. Pourtant, elle y retourna tous les 2 ou 3 jours pendant 2 longs mois, dans l'espoir de rencontrer la vieille femme dont Amarachi lui avait parlé. Chaque fois qu'elle rentrait bredouille, sa mère la grondait. « Continue », insistait Enm d'un ton sec. « Les dieux testent la patience avant de la bénir. Crois-tu qu'Amarachi l'a trouvée facilement? Retourne-y, ma fille, tu dois nous apporter notre propre miracle. » Mais maman, se plaignit Oluchi un soir, en laissant tomber sa corde dans un bruit sourd. « Je suis fatigué. Cette forêt est pleine de moustiques et de boue, et je n'ai vu aucune vieille femme portant du bois de chauffage. Et si elle n'existait pas ?» Shem se tourna brusquement vers elle. « Ne dis pas ça. Elle existe. Si Amarachi l'a rencontrée, tu la rencontreras aussi. Tu dois juste attendre. Et quand tu la rencontreras, assure-toi de récupérer ta propre gourde. Mais ne la partage avec personne. Ce sera notre secret. » Oluchi soupira, mais acquiesça. Elle continua donc ses recherches. Le 3e mois passa. Elle n'avait toujours pas vu la vieille femme. Sa mère continuait de l'encourager. Finalement, un après-midi, 4 mois après son premier voyage, la patience d'Oluchi sembla porter ses fruits. Elle marchait le long de la lisière tranquille de la forêt, essuyant la sueur de son front, lorsqu'elle aperçut un mouvement devant elle. Là, entre 2 arbres talauds, une vieille femme marchait lentement, courbée sous le poids d'un énorme fagot de bois. Oluchi s'arrêta. Son cœur bondit enfin, mais au lieu de se précipiter pour l'aider, elle resta là à la regarder. La femme marchait lentement, respirant bruyamment. Après quelques pas, elle s'arrêta
et appuya son fardeau contre une souche. Puis elle se tourna légèrement et regarda Oluchi droit dans les yeux. « Mon enfant, dit-elle doucement, d'une voix douce, aide une vieille femme, s'il te plaît. » Oluchi renifla, les bras croisés. « T'aider, toi? La fille de Papaouche devrait porter du bois de chauffage pour une pauvre vieille femme comme toi. Je ne suis pas venu ici pour porter du bois de chauffage pour qui que ce soit. » Elle se retourna pour s'éloigner, puis s'arrêta soudainement, se souvenant des paroles de sa mère et de la raison de sa venue. Sa fierté fit place à la hâte. Elle se retourna rapidement. « Attends, je vais le porter. Donnez-moi le fardeau. » La vieille femme la regarda longuement, le regard indéchiffrable. Puis elle acquiesça lentement et s'écarta. « Merci, mon enfant. » Oluchi attrapa le paquet et le hissa sur sa tête, luttant pour le maintenir en équilibre. « Ah, c'est trop lourd. Pourquoi en emportez-vous autant ?» grommela-t-elle. La femme se contenta de sourire faiblement. « Suis-moi. » Oluchi la suivit plus profondément dans la forêt, jusqu'à ce qu'elles atteignent la même petite clairière, celle qu'Amarashi avait décrite, avec une hutte en argile bien entretenue et de la fumée s'élevant doucement du toit. La femme se tourna vers elle. « Tu peux le poser ici. » Oluchi déposa le paquet avec un soupir de soulagement et s'essuya immédiatement le visage avec son foulard. « Voilà, je t'ai aidé. Maintenant, as-tu quelque chose pour moi ou pas ?» Le sourire de la vieille femme s'estompa, mais sa voix resta calme. « Patience, ma fille. Assieds-toi et repose-toi. Laisse-moi te remercier comme il se doit. »« Ça va, » dit rapidement Oluchi en agitant la main. « Donne-moi juste ce que tu as donné à ma sœur. » La vieille femme entra dans sa hutte et revint avec une petite gourde brune scellée avec des feuilles de palmier. « Prends ça, » dit-elle doucement. « Quand tu rentreras chez toi, ouvre-la et... » Oluchi la lui arracha des mains, les lèvres esquissant un sourire triomphant, sans même attendre que la femme ait fini de parler. « Ça a pris des mois, mais j'ai enfin réussi, » murmura-t-elle. Elle se retourna pour partir sans un mot de remerciement, d'un pas rapide et négligent. La vieille femme la regarda disparaître dans les arbres en secouant la tête. Quand Oluchi arriva chez elle, le crépuscule était tombé. Uem l'attendait déjà dans sa chambre, faisant les 100 pas comme un chat agité. Lorsque elle vit la gourde dans la main de sa fille, ses yeux s'écarquillèrent de joie avide. « Tu l'as trouvée ?» murmura-t-elle. « Oui, maman, je l'ai vue aujourd'hui. Elle m'a donné ça. » Oluchi la brandit fièrement. Elle m'a dit de l'ouvrir. Elle frappa doucement dans ses mains. « Ah, les dieux se sont souvenus de nous. Vite, entre. » Elles fermèrent la porte à clé, leur chuchotement remplissant la pièce. « Ne le disons à personne, » dit Enke en baissant la voix. « Surtout pas à Amarashi. Nous leur ferons la surprise demain matin. » Oluchi acquiesça avec enthousiasme. Après s'être assuré que la porte était bien verrouillée, Enem prit la gourde et l'ouvrit. Un léger parfum sucré emplit l'air. Elles se penchèrent toutes les deux pour mieux sentir. Elles entendirent un léger bourdonnement. « C'est quoi ce bruit ?» murmura Oluchi. Avant qu'Enem n'ait pu répondre, le chaos éclata. Un essaim sombre d'abeilles sortit de la gourde. Des centaines, des milliers d'abeilles bourdonnaient violemment, leurs ailes scintillant d'or à la lumière de la lampe. Elles envahirent la pièce en quelques secondes, attaquant sans pitié. Kem fut la première à crier. Oluchi hurla à ses côtés, agitant frénétiquement les mains, alors que les abeilles la piquaient au bras, au cou et au cuir chevelu. La gourde glissa des mains de Shem et se brisa, libérant encore plus d'abeilles. Elles coururent vers la porte, hurlant alors qu'elles se précipitaient dans la nuit, leurs cris résonnant dans toute la cour. Amarashi et Papaouche se précipitèrent de dehors en criant « Que se passe-t-il » Mais Enkem et Oluchi,
ne s'arrêtèrent pas. Elles continuèrent à courir dans l'obscurité, hurlant, tandis que l'essaim les poursuivait sans pitié. La nuit engloutit leurs cris, mais les abeilles ne s'arrêtèrent pas. Ni la mère ni la fille ne savaient que leur calvaire ne faisait que commencer et que le véritable châtiment était encore à venir. L'air fut envahi par le chaos. De la gourde sortit un essaim sombre d'abeilles. Des centaines, des milliers d'abeilles bourdonnaient violemment, leurs ailes scintillant d'or à la lumière de la lampe. Elles remplirent la pièce en quelques secondes, attaquant sans pitié. « hurla la première. Olucci poussa un cri à côté d'elle, agitant frénétiquement les mains alors que les abeilles la piquaient au bras, au cou, au cuir chevelu. Elles coururent vers la porte, hurlant alors qu'elles se précipitaient dans la nuit, leurs cris résonnant dans toute la propriété. Henke et Olucci coururent à l'aveuglette dans la nuit, leurs cris résonnant comme une musique brisée. Les abeilles les poursuivaient sans relâche, les piquant, bourdonnant, tournoyant. Elles se frayèrent un chemin à travers les buissons, trébuchèrent sur des racines et griffèrent l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Ils coururent à travers les buissons jusqu'à ce que leurs jambes lâchent. La brousse semblait infinie. La lune se cachait derrière les nuages, comme si elle avait honte de leurs cris. Quand enfin le bourdonnement s'estompa et que le silence revint, ils se retrouvèrent loin de chez eux, perdus, ensanglantés et tremblants. A&M s'effondra à côté d'une petite hutte construite avec des feuilles de palmier et de la boue dans la brousse. « Nous resterons ici jusqu'au matin », parvint-elle à dire en serrant la main de sa fille, et elles titubèrent jusqu'à la hutte vide. Les yeux d'Olucci étaient gonflés et fermés, ses lèvres couvertes de marques. Elle fondit en larmes et pleura abondamment. A&M la serra contre elle, les larmes coulant sur son propre visage. De retour au village, Papa Ouche était assis, éveillé, sur sa chaise en bambou, fixant la nuit. La lampe vacillait à côté de lui. Amarachi était assise près de lui, les yeux lourds d'inquiétude. « Papa, que leur est-il arrivé ?» murmura-t-elle. « Pourquoi ont-ils crié si fort en sortant en courant de l'enceinte ?» Papa Ouche ne répondit pas. Il se contenta de fixer le vide, priant en silence pour que A&M et Olucci aillent en bien. Quelques instants plus tard, ils réussirent à s'endormir, espérant partir à la recherche d'Henke et de sa mère au petit matin. À l'aube, les premiers rayons du soleil percèrent à travers les arbres de l'Pea. Tandis qu'un vieux fermier nommé Okafor se rendait à sa ferme. Il possédait une plantation d'ignames et une petite hutte dans sa ferme où il se reposait quand il en avait besoin. Ce matin-là, il arriva avec ses 2 fils et sa charrette, dans l'espoir de récolter quelques ignames. Alors qu'ils approchèrent de la ferme, ils furent surpris par un faible bruit provenant de l'intérieur de la cabane. « Qui est cela ?» cria Okafor en saisissant sa machette. Comme il n'obtenait aucune réponse, il se dirigea vers la cabane, poussa la porte et se figea. Kem et Olucci gisaient sur le sol poussiéreux, le visage bouffi, la peau couverte de marques rouges. Il s'approcha, plissa les yeux, puis eut le souffle coupé. Henke ouvrit faiblement les yeux. « Pas fort, aide-nous, s'il te plaît, » dit-elle d'une voix faible. Okafor lâcha aussitôt sa machette et courut chercher sa gourde. Que vous est-il arrivé ? Elle pouvait à peine parler. Des abeilles, des milliers d'abeilles. Nous avons couru toute la nuit. Okafor secoua la tête, incrédule. « Dieu de nos pères !» murmura-t-il. « Ne bougez pas. » Il leur donna de l'eau, déchira un morceau de tissu de son pagne et commença à tamponner doucement leurs blessures. « Vous avez de la chance d'être en vie, » dit-il en ordonnant à ses 2 fils de préparer la charrette. « Je vous ramène à la maison, » leur dit-il. Avec l'aide de ses fils, Henke et Olucci furent installés dans la charrette. Quelques instants plus tard,
la charrette entra dans le village. Des murmures se propagèrent rapidement. Tout le monde eut le souffle coupé en voyant qui y l'amenait. Papa Ouch sortit de sa cour, Amarashi à ses côtés. Quand il les vit, son cœur se serra. Enke et Oluchi avaient l'air terrible. Leurs visages étaient enflés, leurs bras couverts de marques et d'échymoses. Ils pouvaient à peine bouger. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il doucement, tandis qu'Okshapor expliquait. « Ils ont été trouvés dans ma cabane à la ferme, » dit le vieil homme, à bout de souffle. « Les abeilles les ont piqués partout. » Ils ont dit avoir couru toute la nuit. Sans hésiter, Amarashi courut dans la maison pour aller chercher des nattes et de l'eau. « Fais-les entrer rapidement, » dit papa d'un ton ferme. Le soir venu, le silence était revenu dans la cour. Le guérisseur du village, Dibei Yano, avait été appelé. Il mélangeait des herbes dans un bol en argile, murmurant doucement tandis qu'il les broyait. Il appliqua délicatement la pâte verte sur leurs visages et leurs bras. Ekem grimaça, mais ne dit rien. Quand il eut terminé, Amarashi apporta de la nourriture, des ignames chaudes, du porridge et de la soupe de noix de palme. Elle posa le bol à côté d'eux et ils mangèrent précipitamment. Le traitement dura 3 jours, et pendant tout ce temps, Amarashi les soigna avec une compassion discrète. Elle s'assura qu'ils étaient bien nourris et soignés, sans se soucier des mauvais traitements que Chem lui avait infligés dans le passé, et chaque soir, elle s'assurait qu'ils mangeaient avant de se coucher. Lorsqu'ils furent assez forts, Papa Ouch les appela un soir et leur demanda gentiment. « Nem, dit-il, dites-moi la vérité. Que vous est-il arrivé cette nuit-là pour que vous vous enfuyiez en hurlant de la concession ?» Les yeux de Nîmes se posèrent rapidement sur le sol. « C'était juste de la malchance, » balbutia-t-elle. « Je ne sais pas comment, mais des abeilles étranges ont trouvé le chemin de ma hutte et nous ont attaqués. » Papa Ouch scruta son visage, l'air calme mais impénétrable. Il savait qu'elle mentait, mais il n'insista pas. La vie reprenait peu à peu son cours normal, quand Enm commença soudain à faire des cauchemars très étranges. Cette nuit-là, après que tout le monde se fut couché et que les lampes eurent faibli, Enm se tourna et se retourna sans cesse sur son lit de bambou jusqu'à ce qu'elle s'assoupisse. Elle se retrouva alors seule, marchant dans un désert étrange et sans fin. Le ciel était pâle et incolore. Le sable sous ses pieds était froid, bien que le soleil brillât avec force au-dessus d'elle. Il n'y avait pas de vent d'eau, pas de bruit, juste un silence si lourd qu'il lui pesait sur les oreilles. Elle marcha pendant ce qui lui sembla être des heures, la gorge sèche, son pagne battant contre ses jambes. Puis, soudain, elle aperçut quelque chose devant elle, une femme immobile au milieu du chemin désertique. Au début, elle pensa qu'il s'agissait simplement d'une autre voyageuse, mais à mesure qu'elle s'approchait, un sentiment de malaise s'empara d'elle. La femme se tenait dos à elle, immobile, la tête légèrement inclinée comme si elle écoutait. Elle s'arrêta à quelques mètres. « Qui êtes-vous » cria-t-elle. « Pourquoi vous mettez-vous en travers de mon chemin ?» Il n'y eut pas de réponse. Elle fit un autre pas. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. Sa voix tremblait légèrement, mais le silence persistait. « Pourquoi me bloquez-vous le passage? Vous ne m'entendez pas ?» Puis, lentement, terriblement lentement, la femme commença à se retourner. Elle se tenait face à Ninkm, la fixant du regard. Enke se figea. La femme lui semblait familière. Elle la reconnut immédiatement. C'était Unazi, la mère d'Amarashi. Sa défunte coépouse allaita et trébucha en arrière. « Non, non, ça ne peut pas être toi. Tu es morte. » Unodi ne dit rien. Elle se contenta de la fixer, les lèvres esquissant un sourire triste et entendu. Puis elle hurla. Le son déchira le silence et elle se réveilla en sueur, le souffle court,
les mains tremblantes. Ce fut le début des cauchemars. La nuit suivante, il revint, différent mais pire. Cette fois, elle se retrouva au bord d'une rivière. L'eau était sombre, et l'air sentait la pluie et le chagrin. De l'autre côté de la rivière, elle vit à nouveau Nongui, agenouillé près de l'eau, en train de laver quelque chose de rouge qui ressemblait à un tissu. La gorge de Nkem se serra. « Noix !» appela-t-elle. Une aussi ne leva pas les yeux. Elle continua à frotter le tissu rouge, ses mouvements lents et délibérés. La rivière autour d'elle ondula et devint plus sombre. « Arrête ça !» cria Nîmes en s'approchant. « Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille ?» Puis Ningozi leva enfin les yeux. Ses yeux brillaient faiblement, et elle ne tenait pas seulement un tissu dans ses mains. C'était un tissu imbibé de sang. Ses lèvres s'entr'ouvrirent lentement, et bien que sa voix fût calme, elle était glaciale et lui donna des frissons jusqu'aux os. « Tu sais exactement pourquoi je te hante. » La rivière commença à monter violemment, les vagues éclaboussant vers elle. Nkem hurla à nouveau et se réveilla en tremblant, son pagne imbibé de sueur. Elle s'assit, la tête entre les mains, mais cela ne s'arrêta pas là. Le troisième rêve survint une semaine plus tard, et ce fut le pire. Elle se retrouva à nouveau dans le désert. Cette fois, une oie se tenait juste devant elle, une longue canne à la main. Elle essaya de courir, mais ses pieds s'enfonçaient profondément dans le sable, lourds comme des pierres. La voix de Gwa résonnait tout autour d'elle. « Tu m'as volé ma paix. Tu as détruit ma maison. Maintenant, ressens ma douleur. » Avant qu'elle n'ait pu répondre, Mossi leva la canne et la frappa. Une fois, deux fois, encore et encore. Cam hurla, se couvrant le visage pour se protéger, mais les coups tombaient sans pitié, brûlant comme du feu sur son dos et ses bras. « Arrête, Enji, s'il te plaît. Je suis désolée, » pleura-t-elle. « Je ne voulais pas, s'il te plaît. » Mais le visage d'Enji resta froid. « À vous, » dit-elle. « À vous, ou cela ne s'arrêtera jamais. » Après un dernier coup, Enke tomba au sol et se réveilla en sursaut avec un cri aigu. Oluchi, qui passait la nuit avec sa mère, bondit de son lit. « Maman, qu'y a-t-il » Nm tremblait violemment, serrant son pagne, les yeux exorbités. Elle pouvait à peine parler. Oluchi eut le souffle coupé lorsqu'elle alluma la lampe et se figea. Les bras et le dos de sa mère étaient couverts de marques rouges fraîches, comme si elle avait été fouettée par des mains invisibles. « Maman, qui t'a fait ça ?» Elle secoua la tête. Des larmes coulaient sur ses joues. C'était un rêve. Le cœur d'Oluchi battait à tout rompre. « Maman, ce n'est pas normal. Tu dois me dire ce qui se passe. » Mais Nm ne fit qu'enfouir son visage dans ses mains. « Il n'y a rien à dire, » murmura-t-elle. « Ce ne sont que des rêves. » Le lendemain matin, au lever du soleil, Oluchi s'assit tranquillement sur le banc en bois à l'extérieur, l'esprit lourd de peur. « Maman, » murmura-t-elle, « moi aussi, je fais des rêves, toujours le même rêve. » La voix d'Oluchi tremblait. La première fois que j'ai vu une femme, elle se tenait près d'un manguier, vêtue de blanc. Elle ne m'a pas dit son nom. Elle m'a dit de te dire de te confesser. Elle a dit « Si tu ne le faisais pas, je serais maudite pour toujours. » Et le visage de Kem pâlit. « C'est absurde, » dit-elle d'un ton sec, la voix cassée. « Les rêves ne sont que des rêves. Il n'y a rien à confesser. » Oluchi regarda sa mère attentivement. « Alors pourquoi trembles-tu » Enke se détourna, serrant fermement son rappeur. « Rentre, Oluchi. Ne laisse pas ces rêves stupides te perturber. » Colarcé. Mais alors qu'Oluchi s'éloignait, les mains d'Enkem tremblaient encore plus fort.
Elle entendait encore la voix de Ngo résonner doucement dans sa tête. 3 jours plus tard, Enem lavait une calebasse dans le jardin derrière la maison lorsque l'air autour d'elle changea. Le vent qui soufflait était chaud et sec, bien que le ciel fût dégagé. Puis vint un murmure, doux, froid, familier. « Tu ne trouveras jamais le repos, Nikm. » Elle se figea. La calebasse glissa de sa main. « Qui est cela ?» Silence. Puis, derrière le manguier, une femme apparut. Ce n'était pas Gauzy, ni une ombre, ni un rêve. Elle se tenait là, en plein jour, vêtue du même pagne blanc dans lequel elle avait été enterrée, tenant une longue canne, les yeux profonds et tristes, mais brûlants de puissance. Enkim tituba en arrière, les genoux flageolants. « Gwa, non, tu es morte. Tu es morte. » Gwaï ne dit rien. Elle leva la canne dans sa main. Vif. Le premier coup atterrit sur le bras d'Enem. Elle hurla en le serrant contre elle. Un autre atterrit sur son dos, puis un autre. Goï continua à la fouetter, et Shem se mit à courir. Elle courut dans sa hutte et s'y enferma, pensant avoir échappé. Elle se retourna pour s'asseoir sur son lit, mais trouva Nugi debout devant elle. Sans un mot, elle recommença à la frapper. « Arrête, s'il te plaît !» cria Enm en se protégeant. « Pardonne-moi, je vais avouer. S'il te plaît, arrête de me fouetter. » Et Amnata Hassa. Elle se retourna, ouvrit la hutte et s'enfuit en hurlant à travers la porte du complexe. Mais Mongwa la suivit, invisible aux yeux des autres, la frappant encore et encore. Certains villageois se retournèrent alors qu'Enkem traversait le complexe en courant, criant et agitant les mains comme si elle combattait l'air. « Arrête, Goti, arrête !» cria-t-elle. Certains d'entre eux coururent vers l'enceinte pour savoir d'où venait tout ce bruit. Nangam courut vers la hutte de son mari et le trouva assis avec Amarachi et Oluchi devant la hutte. Ils se levèrent d'un bond. « Memb, qu'y a-t-il » demanda papa en se précipitant vers elle. Mais Enem tomba à genoux devant lui en criant « Dites-lui d'arrêter. S'il vous plaît, dites à Ngwa d'arrêter de me fouetter. Je vais avouer. Je vais tout avouer. » Les yeux d'Amarachi s'écarquillèrent. « Mamakem, il n'y a personne ici. » Oluti tremblait. « Mama, à qui parles-tu » La voix d'Enm se brisa. « Tu ne la vois pas ? Elle est là, avec une canne. » Papa se retourna lentement. L'espace était vide. Seul le vent agitait les feuilles. Il la regarda, la voix basse. Gwa est partie. Puis Shem. Elle est partie depuis toutes ces années. Enke regarda autour d'elle avec effarement, puis fondit en larmes. C'est moi qui l'ai fait. Je l'ai tué. J'ai tué Enori. Le silence s'installa dans l'enceinte. Même les oiseaux semblaient avoir cessé de chanter. À ce moment-là, d'autres villageois s'étaient rassemblés, et tout le monde était profondément choqué. Le visage de Papa Ouche se durcit. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Les lèvres de Shem tremblaient, tandis que les mots jaillissaient comme du poison. « La nuit où elle est morte, je n'étais pas là. Tu te souviens que j'étais parti dans le village de... chez ma mère, n'est-ce pas? J'ai rendu visite à une sorcière, une femme que tout le monde craignait. Je lui ai raconté beaucoup de choses terribles à propos d'Enji, et je lui ai demandé de la faire disparaître pour de bon. Elle m'a donné un talisman. Elle m'a dit d'appeler Ang 3 fois sous la lune et de frapper le sol avec un balai, en disant que son cœur devait s'arrêter. Sa voix se brisa. Je l'ai fait, Ouch. J'ai frappé le sol 3 fois. Et cette même nuit, elle a crié dans sa chambre et est morte. Amarachi a haleté, couvrant sa bouche, alors que des larmes commençaient à couler sur ses joues. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Papa Ouch a reculé d'un pas, le visage envahi par le chagrin.
Tu as tué ma femme. M a acquiescé, tremblante. Et ce n'est pas tout. Elle a dégluti péniblement, la voix tremblante. 4 ans plus tard, quand tu es tombé malade, c'était encore moi. Je pensais qu'après la mort de Ningui, tu me donnerais tout ton amour et toute ton attention. Mais je me trompais. Au lieu de cela, tu l'as pleuré pendant des mois. Tu ne me touchais presque plus. Tu as transféré tout ton amour à Amarashi. Tu lui as même montré plus d'amour qu'à ma propre fille, Oluchi. Je ne pouvais plus le supporter. Je suis donc retourné voir la même sorcière. Je lui ai dit que je voulais te contrôler pour toujours. Elle m'a donné une poudre, m'a dit de la mélanger à ta nourriture pendant 7 jours et d'appeler ton esprit chaque nuit à minuit. Elle m'a dit que cela te mettrait dans une position où tu dépendrais de moi pour tout. J'étais heureuse, mais je ne savais pas que cela allait te paralyser. Quand tu es tombé malade et cloué au lit, je suis retourné voir la femme, mais elle m'a renvoyé en disant qu'elle avait fait exactement ce que je lui avais demandé. « Pardonne-moi, s'il te plaît. Je suis désolé, » conclut NM. Amarashi s'effondra à genoux, pleurant sans pouvoir se contrôler. Oluchi cacha son visage, honteuse, en sanglotant. À ce moment-là, la nouvelle que NM avait avoué ses mauvaises actions s'était répandue dans le village. La cour de Papa Ouche était remplie d'une foule nombreuse. Tout le monde était trop choqué pour dire quoi que ce soit. Papa Ouche était figé, la bouche ouverte d'incrédulité, les mains tremblantes, et murmura. Alors, toutes ces années, ma douleur, ma souffrance, la mort de ma femme, et il pleura et encore plus fort, c'est ma faute. Tout cela, j'étais aveuglé par l'envie, la façon dont tu aimais et prêtais attention à nos vies me brûlait toujours le cœur. Tu passais plus de nuits dans sa hutte, tu mangeais sa nourriture avec joie, tu riais avec elle et tu la traitais comme si elle était ta seule femme. Tu me faisais sentir indésirable. Je pensais qu'en la supprimant, tu serais entièrement à moi. Je pensais que je serais à nouveau heureux. C'est pour cela que j'ai fait ce que j'ai fait. Elle leva le visage vers le ciel en criant « Pardonne-moi, Nosy, pardonne-moi ». Pendant un instant après la confession de NM, le silence s'installa dans l'enceinte. Les seuls sons étaient ses sanglots et le léger bruissement du vent dans le manguier. Puis des murmures commencèrent à s'élever, d'abord discrets, puis de plus en plus forts. Elle a tué Ngozi, elle a rendu Papa Huche paralysé. Quel genre de cœur est-ce là? La colère envahit la foule des villageois. Les jeunes hommes serrèrent les poings en murmurant des malédictions. « Femme méchante !» cria l'un d'eux. « Qu'elle affronte le roi !» hurla un autre. Avant que Papa Huche n'ait pu parler, ils se précipitèrent en avant. 2 des jeunes gens saisirent NM par les bras. Elle ne résista pas. Elle gardait la tête baissée, les larmes coulant librement. « Ne lui faites pas de mal, s'il vous plaît !» supplia Oli, la voix tremblante. Mais les jeunes gens l'ignorèrent et traînèrent Jem vers le palais. Papa Huche resta assis, abasourdi. Sa poitrine se soulevait lourdement, son visage était pâle. Les anciens à ses côtés, Paroro et l'ancien Noah, tentèrent de le calmer. « Huche, prends courage », dit doucement l'ancien Okoro. « Les dieux ont révélé la vérité. Ne te détruis pas avec ton chagrin. » Mais le regard de Papa Huche était distant. Il murmura pour lui-même. Tout cela a commencé avec mon propre peuple. Il se tourna lentement vers les anciens, la voix basse et douloureuse. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Quand Gori et moi n'avons pas eu d'enfant pendant 8 ans, c'est ma famille qui m'a forcé à me remarier. Ils disaient qu'un homme sans enfant était comme un arbre sans racines. Ils m'ont poussé à prendre Kem, même si je leur avais dit que c'était la femme que mon cœur avait choisie.
il prit une profonde inspiration, la voix brisée, et juste après mon mariage, Enkemi tomba enceinte d'Amarashi. Je ne l'ai dit à personne, mais j'aimais davantage Nosy. Oui, parce qu'elle était restée à mes côtés alors que je n'étais rien. Elle travaillait avec moi à la ferme, me nourrissait de ses mains, priait pour moi quand le monde me tournait le dos. Comment pouvais-je ne pas l'aimer? Il enfouit son visage dans ses mains. Pourtant, j'ai essayé de les traiter toutes les deux comme des épouses. Je ne savais pas que Makem était aussi jalouse, même si j'avais vu comment elle maltraitait Amarashi quand j'étais malade. Elle ne s'occupait même pas de moi comme une épouse devrait le faire. Mais je ne savais pas qu'elle pouvait être aussi méchante. Amarashi sanglotait sans pouvoir se contrôler. Agenouillé aux côtés de son père, Oluchi était assise à l'écart, le visage dans les mains, pleurant en silence. Quelques instants plus tard, ils se rendirent tous au palais. À leur arrivée, la moitié du village s'était rassemblée. Les gardes tenaient fermement Enem par les bras. Le roi Ashukuri était assis sur son trône en bois sculpté, le visage grave. « Femme, dit-il d'une voix grave qui résonna dans la cour, est-il vrai ce que ces gens disent, que tu as tué Naosé et ensorcelé ton mari ?» Nim tomba à genoux, tremblante. « C'est vrai, mon roi, murmura-t-elle. L'esprit d'Enji me tourmente jour et nuit. Je suis coupable. » Des murmures parcoururent la foule. Les yeux du roi s'assombrirent. « Tu as pris une vie et apporté des années de chagrin à cette famille. Ta jalousie a entaché la paix de notre pays. C'est Anaton. » Il frappa le sol de son bâton royal. « Par les dieux d'Aguta, je te bannis à jamais de ce village, Enem, fille des Odo. Tu ne reviendras jamais dans ce village. » Après le décret, les gardes la relevèrent. La foule murmura, certains crachant de dégoût, d'autres secouant la tête avec pitié. Alors qu'ils l'emmenaient à travers la foule, Oluchi se libéra et courut après sa mère. « Maman !» cria-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Elle jeta ses bras autour de Shem et pleura amèrement. « Ne me quitte pas, maman, je t'en supplie. » Et Shem, déjà affaibli, serra sa fille contre elle en sanglotant. « Pardonne-moi, mon enfant, je t'ai fait honte. Ne finis pas comme moi, Oli. Sois gentille, sois meilleure que moi. » Les gardes écartèrent doucement les mains d'Oli. Elle tomba à genoux, tandis qu'ils emmenaient Enem vers le chemin qui menait à la frontière. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'une couleur rouge, comme celle de la culpabilité. Les cris d'Aluchi résonnaient dans le village, tandis que sa mère disparaissait dans le sentier forestier. Amarashi courut vers elle et la serra fort dans ses bras. Les deux filles pleurèrent ensemble, leurs larmes tombant sur le sol poussiéreux. Derrière elle, Papa Ouch restait immobile, le visage baigné de larmes silencieuses. Le lendemain matin, l'aube se leva tranquillement sur le village d'Aguta. Le ciel était pâle, le vent doux, mais à l'intérieur de la propriété de papa, le silence pesait toujours comme une ombre qui refusait de se dissiper. Oluchi était assise tranquillement dans un coin, le visage gonflé d'avoir pleuré toute la nuit. La voix de sa mère résonnait encore dans ses oreilles, et le souvenir de cette dernière étreinte lui déchirait le cœur. Elle n'avait rien mangé. Elle n'avait pas parlé. Papa Ouch était assis sous l'arbre Oudala, le regard vide fixé sur le sol. Amarashi sortit lentement de la cuisine, les yeux rougis mais calmes. Elle regarda son père, puis Oluchi. Pendant un long moment, personne ne parla, puis Oluchi se leva, tremblante. « Papa » murmura-t-elle, d'une voix à peine audible. Il leva lentement les yeux. « Papa, s'il te plaît, » dit-elle en tombant à genoux. « Ne me déteste pas pour ce que maman a fait. Je ne savais rien. Je te jure que je ne savais rien. Je ne ferai jamais de mal à personne. » Ses larmes coulaient maintenant librement.
S'il te plaît, ne m'envoie pas loin comme elle. S'il te plaît, ne laisse pas le village me détester. » Le cœur d'Amarachi se brisa à la vue de sa demi-sœur agenouillée. Elle s'approcha doucement, s'agenouilla à côté d'elle et lui prit la main. « Oluchi, dit-elle doucement, tu n'es pas ta mère. Elle a fait son choix et elle en a subi les conséquences. Tu ne mérites pas d'être puni pour un péché que tu n'as pas commis. » Oluchi secoua la tête en sanglotant. « Mais maman a tué ta mère, ta vraie mère. Comment peux-tu me pardonner ?» Les yeux d'Amarachi se remplirent de larmes, parce que si je ne le fais pas, son esprit ne trouvera jamais le repos, et le nôtre non plus. Elle prit une profonde inspiration. Ma mère était une femme pacifique. Elle aurait voulu que je pardonne. Uluchi se blottit contre elle, pleurant dans son épaule. Papa Ouche se leva lentement de sa chaise et marcha vers elle. Ses pas étaient lourds, sa voix basse et fatiguée. « Mes filles, dit-il doucement, cette maison a connu suffisamment de chagrin. À partir de maintenant, nous ne parlerons plus de haine. Les actes de votre mère ont causé de la douleur, mais ils nous ont aussi appris que la jalousie détruit plus vite que le poison. » Il regarda les deux filles, les larmes aux yeux. « Vous êtes tout ce qui me reste. Amarachi Oluchi, promets-moi que tu vivras en paix, que tu t'aimeras l'une l'autre et que tu reconstruiras cette famille. » Eding libéra les deux filles qui acquiescèrent à travers leurs larmes. Amarachi essuya doucement le visage d'Oluchi. « Nous le ferons, papa. » Plus tard dans l'après-midi, papa rassembla ses deux filles et ils se rendirent ensemble sur la tombe de Nou. Ils s'agenouillèrent devant la tombe. Papa Ouche prit la parole le premier, la voix tremblante. « Gwa, dit-il doucement, la vérité a été révélée et ton esprit a été réhabilité. La femme qui t'a fait du tort a payé le prix fort. Mais je t'en supplie, ma chère épouse, pardonne-nous tous. Pardonne à Enyem, pardonne à cette famille. Laisse ton esprit reposer en paix. » Amarachi baissa la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Maman, pardonne à Oli, murmura-t-elle. Elle est innocente. Elle a aussi perdu sa mère. Laisse-la vivre en paix. » Oluchi joignit les mains et pleura doucement. « Je suis désolé pour ce que maman a fait. Je t'en prie, ne m'en veux pas. Je me souviendrai toujours de toi comme de ma mère. » Le vent soufflait doucement dans les arbres, faisant bruisser les feuilles au-dessus d'eux. Pendant un instant, tous les trois sentirent quelque chose, une brise chaude et douce leur caressant le visage, comme si une main les avait touchés en signe de bénédiction. Papa Ouche ferma les yeux. « Elle nous a entendus, » murmura-t-il. « Que la paix revienne dans cette maison. » Ils restèrent là un moment en silence, puis se levèrent lentement et rentrèrent ensemble à la maison. Les jours se transformèrent en semaines, et le chagrin commença à s'estomper. Papa Ouche retourna à sa ferme. Leur maison retrouva une paix tranquille. Amarachi construisit un petit sanctuaire en bois à côté du chemin forestier, non loin de l'endroit où elle avait rencontré pour la première fois la mystérieuse vieille femme. Chaque matin, elle y déposait des fleurs et murmurait une courte prière de gratitude. « Merci de m'avoir appris que la gentillesse ne meurt jamais, » disait-elle. Un soir, au coucher du soleil, Papa Ouk s'assit dehors et regarda ses deux filles rire ensemble. Un léger sourire se dessina sur son visage. « Les dieux ont emporté le chagrin, » dit-il doucement, « et ils nous ont rendu la paix. Merci de veiller sur nous. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la liker, la partager et laissez vos impressions dans la section commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas, restez à l'écoute pour découvrir d'autres histoires africaines poignantes qui toucheront votre cœur et vous enseigneront les plus grandes leçons de la vie.